Présenter l'initiation à l'automatisation des tests parce qu'en fait, quand j'ai commencé à préparer ma présentation, je me suis rendu compte que il y a des prérequis en fait avant d'entamer un chantier d'automatisation. Il faut tout d'abord les expliquer et par la suite on fera un autre méthode du coup pour parler des détails techniques de l'automatisation des tests. Dans la présentation, je vais commencer par expliquer la politique, la stratégie et plan de test, les activités de test et on finira par expliquer toute la partie stratégie d'automatisation des tests. Voilà, là, je ne sais pas si tout le monde sait, ça veut dire quoi une stratégie de test, mais en tout cas c'est quelque chose que tout le monde le fait, je pense, mais sans se rendre compte. Bonjour. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions au fur et à mesure ou c'est jusqu'à la fin? Vous pouvez poser la question au fur et à mesure, oui. Merci. Vous avez une question ou pas? Non? Non, c'est juste question d'organisation. D'accord, ok. Donc là, juste, si j'explique cette slide, c'est déjà pour dire que la stratégie de test, elle dépend fortement de politique de test niveau entreprise. Donc, on ne peut pas entamer un chantier de test au chantier d'automatisation sans passer par comprendre la politique de test au niveau entreprise. Si je donne un exemple, on ne peut pas définir le périmètre de test ou documenter la stratégie de test sans savoir les ressources que l'entreprise nous fournit, le budget, les moyens, est-ce qu'elle peut nous fournir des outils payants ou non, est-ce qu'elle peut fournir plus de ressources, plus de QA, des automaticiens de test ou non. Et donc si on a tous ces éléments-là, à ce moment-là, on peut partir pour définir notre stratégie de test. Donc la stratégie de test, en gros, selon la vision et les moyens niveau entreprise, on va définir notre stratégie de test qui va parler des ressources, les équipes, les moyens, les outils, qu'est-ce qu'on teste, est-ce qu'on fait des tests techniques ou non, le taux de couverture des tests, est-ce qu'on fait de l'automatisation ou non, et si on fait de l'automatisation, le taux de couverture demandé, est-ce qu'on va tout automatiser ou on fixe un objectif d'automatisation des tests, par exemple on va dire qu'on va automatiser 60%, et tout ça doit être regroupé dans un fichier, un document, pour fixer un périmètre de test ou d'équipe de test. Donc là, juste pour préciser, la stratégie de test, on peut avoir la stratégie de test même en étant juste un QA au sein de l'équipe. Comment? Parce qu'en fait, si on a juste un QA et qu'on n'a pas une équipe de test, qu'il n'y a pas un test manager par exemple, ça veut dire que c'est suite à la vision de l'entreprise qui ne veut pas miser sur une équipe de test et ne fournit pas un budget. Donc, elle paye juste un QA et ce QA, en fait, en lui-même, c'est une stratégie de test. Parce que déjà... Voilà. Déjà, lui, il va faire... en fait, c'est selon la vision d'entreprise. On n'a qu'un seul QA. Du coup, un seul QA, on ne va pas faire de l'automatisation parce qu'il va faire que des tests fonctionnels. C'est ça la stratégie. Après... Donc, vous dites le mot-clé, je n'arrive pas à retenir, c'est un seul QA. Pardon? Vous dites un mot-clé là que j'arrive pas à retenir. Ouais. C'est un seul. Un seul QA, ingénieur qualité, testeur. J'aime pas trop le mot testeur, c'est pour ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nos testeurs sont des ingénieurs qualité. En fait, nos testeurs sont des ingénieurs qui ont fait Bac plus 5. Et pour moi, dire testeur, à un moment donné, ça... Voilà. Donc, je préfère dire ingénieur qualité, QA, qualité assurance. Voilà. Donc voilà, c'est la stratégie de test du coup qui va diriger un plan de test maître. Donc on aura un plan de test maître et là on aura des plans de test niveau projet. Pourquoi on peut avoir des plans de test niveau projet? Parce que le besoin sur ce projet-là A
il peut être différent de besoin sur le projet B. Ça veut dire on peut avoir besoin des tests de performance sur le projet A, mais pas besoin de tests de performance sur le projet B. On peut avoir besoin des tests de sécurité pour le projet C, mais pas besoin pour le projet B. Donc c'est pour ça que tout ce qui est commun, il va être là. Quand je dis commun, donc les outils de tests fonctionnels, les outils d'automatisation, mais tout ce qui est différent, il va être niveau plan de test de niveau. C'est clair? Voilà, donc maintenant si on parle des activités de test, donc en gros on a 4 activités: planification, analyse, conception, implémentation, exécution et évaluation et reporting. Donc pour cette partie, il y a une bonne partie de tout ce que je vais présenter qui existe dans la formation ISTQB niveau avancé, Test Manager, qui parle plutôt de la partie pilotage et contrôle. Mais du coup, comme j'ai dit, ça dépend de stratégie, parce que pilotage et contrôle, c'est niveau test manager s'il y a une équipe, c'est niveau QA s'il n'y a pas d'équipe. Il peut faire le pilotage et le contrôle au sein de son équipe. Voilà, donc là pour la partie planification, donc le test en lui-même c'est un projet, donc il faut analyser toutes les étapes, il faut fixer des missions, des objectifs, et du coup le but c'est qu'à travers les tâches qu'on va définir, on va implémenter la stratégie qu'on a définie au début. Après, en parlant de plan de test, donc le plan de test il doit englober toute la partie identification des activités, les ressources, les acteurs, les méthodes de collecte, les suivis de métriques quand on finit l'exécution des tests, l'approche de test, les livrables et toutes les caractéristiques à tester. Donc pour la partie pilotage, suivi et contrôle de test, donc là quand on parle base de test, on parle des exigences métiers. Donc on a des exigences métiers au départ qui sont définies par en général les PO, donc la partie métier. Et nous, équipe test, on va les transformer en conditions de test. Et donc, pour vérifier qu'on couvre toutes les exigences métiers, il faut vérifier ce qu'on appelle la traçabilité. Et je pense que les personnes qui ont fait le testing connaissent ce mot. En fait, c'est le mot-clé de test, parce que la traçabilité, ça suit toutes les étapes de projet, en commençant de la rédaction des conditions de test en se basant des bases de test, jusqu'à la fin, quand on va comparer les livrables de développement et les livrables de test. Alors, quand on parle de livrables de développement, on parle de 2 niveaux de test. Niveau test unitaire et test intégration. Pour les livrables de test, il reste 2 niveaux du coup, niveau test système et test d'acceptance. Alors, aujourd'hui, on va parler que des tests système, c'est le rôle de QA. Donc il s'arrête niveau test système, parce que les tests d'acceptance, c'est plutôt la partie métier qui s'occupe de cette partie-là. Donc pour nous, quand on dit on a vérifié la traçabilité, c'est qu'on a vérifié que toutes les exigences métiers sont couvertes par des cas de test ou des conditions de test, et les livrables de développement correspondent aux livrables de test. Alors ça, c'est un point très important. Parce qu'en fait, quand on regarde les gens, ce qu'ils font aujourd'hui, du coup, il y a des gens qui disent qu'il faut que chaque cas de test développé niveau système correspond à des cas de test unitaires ou intégration. Il y a des gens qui disent le contraire. Ils disent que le livrable de test système, ils doivent être complément, c'est-à-dire ce qu'il manque au niveau test unitaire et test système, doit être couvert par les unitaire et intégration doit être couvert par les livrables de test. Et pour moi, je trouve ça plus logique. On expliquera ça tout à l'heure en parlant de l'automatisation. Donc, ensuite, oui. Je me demande s'il y a moyen, c'est mon point de vue, si ce sera opportun de faire le lien avec le cycle de vie du projet. Parce que là, lorsqu'on est en phase de codage et test juste après codage, ça n'a rien à voir lorsqu'on est côté métier ou dans une étape intermédiaire. Par exemple, là, je suis le client, il y a des tests qui se font chez la MOA interne avant que cela soit fait par le métier.
Oui. Et même les terminologies, j'arrive pas à me retrouver avec le phasage du projet. Alors, Si je me suis fait comprendre ou pas. oui, tout à fait. Alors, on va avoir une slide tout à l'heure, mais je vais t'expliquer. En fait, les niveaux tests unitaires et tests d'intégration, c'est au niveau codage. Là, ça n'a rien à voir avec les tests d'acceptance niveau métier. Après ces deux niveaux-là, ça arrive le troisième niveau qui est les tests système. C'est les tests QA, ingénieur qualité. Donc ensuite, une fois le QA donne son go et que tout est OK pour lui, après on passe au quatrième niveau qui est test d'acceptance au niveau métier. Donc là, on parle... On dit, pardon, test système, c'est typiquement technique? Non, c'est pas technique. Des patchs, que ce soit des interfaces. C'est pas forcément en fait, c'est pas forcément technique. Ça dépend de l'application que tu as. Si tu as des API, c'est les vérifications que les API répondent bien et on a bien le résultat attendu fixé par le métier. Si tu as un outil ou un logiciel ou une interface, ben, le test système, il va vérifier que l'application répond bien aux besoins définis par le métier. Ce qui est vraiment technique niveau code, c'est les tests unitaires et intégration qui sont développés par les développeurs. Ok, et quelque part, il y a un lien entre l'expression de besoin qui est transformée en sous forme de spécification fonctionnelle et spécification éventuellement technique et le cahier test ou les actions de test ou pas. Alors, forcément, il y a un lien, surtout quand tu es en agile. Parce qu'en fait, tes stories ou tes besoins métiers, tu vas les transformer en cas de test. On est d'accord? Ok. Pareil, le développeur, quand il va développer cette story, pour vérifier que son code répond bien aux besoins, il va développer son test unitaire et son test d'intégration de telle sorte que ça répond bien aux critères d'acceptance. Et quel est le critère pour dire que mes cas de test sont exhaustifs ou pas? Alors ça, on va parler justement tout à l'heure, exhaustif ou pas, c'est pas évident en fait. Après, exhaustif ou pas, ça peut être revu. Il y a des sessions de revue par les PO, le métier, pour peut-être ajouter des règles métiers, dire que non, ça, c'est pas comme ça. Mais en fait, exhaustif ou pas, c'est pas le QA qui définit ça. En fait, le QA, il va transformer ces critères d'acceptance en cas de test. En fait, de mémoire, je me rappelle sur des projets il y a X temps où lors de la recette avec le client, donc il y a des anomalies qui ressortent. Et puis et parfois la réponse, ça n'a pas été couvert par le QA test, ce cas de figure. Oui, bah, c'est un trou de spécification qui revient essentiellement au côté métier pour moi. Alors, ça peut être déjà l'équipe qui ne challenge pas assez, ça peut être le PO qui a oublié certaines règles et donc il y a forcément des failles. Et si le cas de test n'est pas rédigé, c'est que le PO n'a pas rédigé la story pour ce cas de test-là, ou les critères d'acceptance qui vont avec ce cas de test. Ce n'est pas le problème des clients, parce que j'ai entendu le mot client. Parce que le client, il exprime juste des besoins. C'est par la suite, pour que cela soit mouliné de telle façon de couvrir toutes les probabilités ou toutes les possibilités, c'est l'équipe de test. Non, mais en fait, ce sont ces besoins-là que l'équipe de test récupère pour les transformer en conditions de test. Donc si lui, il a mal exprimé ses besoins, ce n'est pas la faute de l'équipe de test. J'ai dit peut-être il y a un problème de challenge, il n'a pas posé assez de questions, il a pris le besoin, il a traduit tel qu'il est. Mais en fait, c'est des besoins manquants pour moi. On peut continuer sur le reste, parce que là, en fait, il y a oui. peu de temps. Okay. Ça peut être un besoin complet, mais c'est des cas de test qui ne couvrent pas de manière plus large les besoins. Dans tous les cas, ça le relève en fait dans la on va projet. Mais là, en fait, ça va être juste la présentation pour voir comment on met en place une stratégie de test. C'est quoi on va expliquer par la suite comment rédiger un cas de test et tout, donc dans les slots qui arrivent. Ça marche, ok.
Ouais. Après, en fait, désolé si je pose une question. on pourra Ah non, faire pas de souci. une session en fait juste à la fin. Ouais. Comme ça, en fait, il y aura vraiment des questions très spécifiques par rapport à ton use case. Sinon, en fait, voilà, on enchaîne. Ok, ben justement, on parlait de la rédaction des cas de test et le niveau de détail des conditions de test pendant la phase d'analyse et conception. Donc, il y a pas mal de facteurs qui jouent sur ce côté-là. Donc, il y a déjà le niveau de détail et de qualité des bases de test. Et là, on parle des exigences métiers. Si on n'a pas un niveau de détail important, donc forcément, ça va impacter la base de test. Il y a le niveau de maturité de process de test. C'est pas pareil si on vient de mettre le process de test, donc qu'on est en train de le tester aussi. Donc, ça peut jouer sur la qualité des conditions de test. La complexité du système ou de logiciel, donc c'est différent si on est sur un outil santé ou sécurité ou sur une application web de commande des articles, donc c'est pas pareil. La complexité, donc par exemple d'un système de santé nécessite plus de règles métiers, plus de détails. Il y a aussi les compétences, les connaissances des QA. Donc, si on vient de recruter des juniors, forcément, il faut les accompagner au début pour améliorer la qualité de rédaction des conditions de test. Et bien sûr, on revient toujours côté métier, la disponibilité d'autres parties prenantes de projet pour répondre à des demandes. Voilà, c'est toujours le côté client-métier qui doit enrichir les conditions de test pour dire oui, on a besoin de tester telle étape, telle fonctionnalité parce qu'il y a un risque plus important sur telle partie. Voilà, il y a pas mal de facteurs et du coup, il y a toujours le PO, je dirais, qui a plus de connaissances sur son produit. Et donc voilà, la bonne pratique, c'est se poser la question à quoi vont servir ces conditions de test et à qui, comme je disais tout à l'heure, le type de l'application. Il faut analyser son équipe, donc il y a tous ces facteurs-là qui jouent. Voilà. Donc après, il y a deux cas. Ou bien on décide de détailler nos cas de test le maximum, ou bien non. Donc on a des avantages et des inconvénients. Si on détaille les conditions de test, donc ça va forcément offrir plus de flexibilité pour la traçabilité des livrables. Ça va aider à influencer et orienter. Ça contribue forcément à la prévention des défauts, tant qu'on détaille, tant qu'on risque de détecter plus de défauts. Faciliter la traçabilité horizontale au sein de niveaux de test, donc exigences, métiers, conditions de test. Et permettre des mesures plus précises et améliorer la communication avec les parties prenantes. Donc, le résultat, obtenir une meilleure qualité de livrable de test et des niveaux de couverture. Donc, en détaillant plus, on augmente nos chances de couvrir plus d'exigences métiers. Les inconvénients, donc voilà. Pour moi, les inconvénients, déjà, il y a une consommation potentielle de temps. Problème de maintenabilité, et là on parle plus des tests automatisés parce qu'en fait quand on détaille le cas de test, ça demande plus de temps pour maintenir ce script-là. Donc les tests automatisés à un moment donné, quand ça demande plus de temps pour la maintenance, on va préférer peut-être de faire des tests manuels. Donc si on est là, on prend une journée de maintenir un script parce qu'entre-temps, la fonctionnalité a évolué, ben, le PO, le métier, il va dire ben, je vais le tester manuellement, je n'ai pas besoin de ton test automatisé. Donc, c'est pour ça qu'au début, on a dit il faut se poser la question à quoi vont servir nos cas de test, nos conditions de test. Si ça va servir à faire de l'automatisation, du coup, il faut essayer d'être vraiment efficace et identifier dès le début les cas de test les plus importants et les plus fiables. Voilà, il y a le troisième inconvénient, besoin d'un niveau de formalisme élevé au sein de l'équipe, parce que forcément, quand tu détailles plus, il faut former toute l'équipe de faire de la même façon. Sinon, après, on se trouve avec des cas de test très détaillés, des cas de test pas vraiment détaillés. Du coup, il faut passer plus de temps à former l'équipe pour dire il faut rédiger de telle manière, de telle façon.
Et ça, déjà, pour le mettre en place, il faut des sessions de formation, des réunions, et ça bouffe forcément de temps. Et il y a le besoin de contrôler et valider les conditions de test, surtout côté test manager. Il faut qu'il revienne et repasse sur les 4 tests pour vérifier est-ce qu'on a le même formalisme partout. Donc, si on revient à la partie implémentation et exécution, donc forcément, avant de commencer notre campagne de test, il y a un checklist à vérifier. Donc, est-ce que l'environnement est prêt? Parce que là, on se trouve que parfois, l'environnement est KO. On a déjà fixé le planning et tout. Et le jour J, on va bouffer 2 jours parce qu'on est en train de réparer l'environnement. Les données de test aussi. Il faut bien prendre son temps à préparer les données de test. Le code, bien sûr. Donc, on ne peut pas tester quelque chose qui n'est pas développé. Les 4 tests, bien sûr, il faut qu'ils soient écrits, revus et prêts à l'exécution. Et c'est ça, en fait, qui augmente la qualité de test. C'est que là, aujourd'hui, on préconise en général même de faire des relectures. Comme on fait un code review, on fait une relecture des 4 tests au sein de l'équipe. Est-ce que c'est clair pour toi, ce 4 tests? Est-ce que si quelqu'un qui n'a pas la connaissance métier peut le comprendre ou non, peut le dérouler ou non? Parce que chez pas mal de clients, on se trouve après, il y a le PO qui arrive. J'ai pas compris les 4 tests, ils sont pas pertinents et tout, et on barre tout. Alors que ces 4 tests, déjà, ils ont consommé une ressource qui a mis 4 ou 5 mois à rédiger des 4 tests et qui est payée et qu'on a mis un budget, on l'a jeté par la fenêtre, quoi. Voilà. Sinon, il y a bien sûr, il faut qu'on ait dans la tête les critères d'entrée et sortie, même, satisfaits. Voilà. Donc là, on va parler un peu plus des niveaux de test dans la partie implémentation et exécution, parce que on ne peut pas commencer les tests niveau système. Donc, je répète, là, l'ingénieur qualité, il intervient à ce niveau-là. Et donc là, c'est composants intégration, c'est les développeurs, ingénieur qualité, et là, c'est le client, le PO, la partie métier, c'est les tests terrain, voilà, c'est côté client. Donc, il faut forcément faire un contrôle ici, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de vérifier ce qu'on teste dans ces 2 niveaux-là, pour savoir ce qu'on teste ici. Parce que si on va rédiger les mêmes tests dans ces 3 niveaux-là, ça ne sert à rien. On répète tous les 3 la même chose. Donc, il faut détecter ce qu'on ne teste pas ici pour le tester là. Donc là, la dernière activité, bien sûr, il y a toute la partie exécution des tests et il faut sortir des métriques. Donc, il y a plusieurs types de métriques. On a des métriques projets qui vont mesurer l'avancement d'exécution des 4 tests, donc le progrès au regard des critères de sortie. Métriques produits, qualité, couverture, et là on parlait tout à l'heure de la traçabilité. Donc mesure certains attributs de produits comme la densité des défauts, et donc c'est ça qui va servir. Parce qu'en fait, le rapport de test, il sert à quoi? Il sert à analyser ce qui va et ce qui ne va pas dans notre système. Donc si par exemple dans notre rapport, on a que sur telle partie-là, on a beaucoup de bugs, ça veut dire que cette partie-là, il y a eu des régressions, il y a eu une intervention, donc elle n'est pas stable, elle manque peut-être des tests unitaires à enrichir, elle manque peut-être des tests d'intégration, et c'est ça qui fait après dans nos rétrospectives d'essayer de trouver des actions correctives pour remédier à ces problèmes-là. Il y a les métriques processus aussi, parce que le problème, il peut arriver de process. Donc, il mesure l'aptitude de process de développement ou de test. Et là, pareil, c'est pour ça que, je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des chiffres aussi de détection des bugs niveau unitaire et intégration, pour dire que voilà, notre processus, il fonctionne bien. Si on sait qu'on détecte niveau unitaire et intégration 30% des bugs, et que niveau système, on détecte 70%, on ne peut pas, on va dire 50%, parce qu'il y a forcément 20% qui vont s'échapper.
Donc là, on va dire qu'on suit bien un process. Mais si tu viens et tu me dis les tests unitaires et intégration, on n'a pas détecté des bugs, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Bonjour. Il y a un problème à ce niveau-là. Il faut du coup retravailler nos tests unitaires et intégration, ce qui est le cas aujourd'hui chez nous, par exemple. Parce qu'en fait, on a pas mal de barrières dans le système. Il y a la barrière unitaire qui doit sortir forcément quelques bugs, intégration pareil, et puis système, et puis il peut y avoir des bugs niveau test métier aussi. Donc les métriques liées aux personnes, là, forcément, c'est pas conseillé parce que, en fait, je donne un exemple. Si tu vas comparer au sein des testeurs, par exemple, lui, il a détecté plus de bugs que l'autre. Du coup, l'idée, ils vont se concentrer plus sur détecter des bugs et non pas vraiment avancer dans le projet. Voilà. Toujours dans les métriques, donc là forcément il faut aussi faire une analyse côté risque produit, le pourcentage des risques entièrement couverts par les tests passés avec succès, parce qu'au début j'ai peut-être pas précisé, mais dans la base de tests qui parlait des exigences métiers, il y a aussi l'exigence métier et il y a les risques aussi qui doivent être couverts par des cas de test. En général, les risques ils peuvent être identifiés par les PO, le métier, mais aussi par l'équipe. Ok. Donc voilà, il faut s'assurer qu'à la fin, on a fait notre matrice de risque et on l'a quand même couvert avec des cas de test. La couverture, donc c'est ce que je disais, le pourcentage des exigences couvertes par des cas de test. Les tests, pourcentage des tests exécutés par rapport à la totalité des tests. Donc il peut y avoir à la fin des tests qu'on n'a pas pu exécuter parce que il n'y a pas de disponibilité d'environnement ou pour X raisons. Après, il y a les défauts. Donc, il faut classifier aussi le pourcentage des anomalies critiques, pourcentage des régressions. Et ce que je disais tout à l'heure, ça c'est important pour analyser et essayer après de faire un plan d'action et des actions correctives. Parce que si, par exemple, dans nos bugs, il y a 50% de régression, il faut forcément voir avec l'équipe de dev pourquoi on crée autant de régressions. Si dans nos anomalies critiques, il y a pas mal de bugs qui sont liés, l'équipe de test n'a pas vu quoi, il faut voir avec l'équipe de test pourquoi on ne l'a pas vu. Et si on ne l'a pas vu parce qu'ils ne sont pas couverts par des cas de test, il faut penser à rajouter ces cas de tests-là à nos parcs de TNR, si on a des tests automatisés ou alors des tests manuels. Voilà. Et puis il y a la confiance qui se mesure en général par des sondages ou des questionnaires. Voilà, ça résume tout. Je vous laisse regarder. Qu'est-ce que vous avez compris? Donc ça c'est le cadran de test agile. Donc, le cadran de test agile, on a Q1, Q2, Q3 et Q4. Et on a ces deux niveaux-là, ces niveaux fonctionnels. Ces deux niveaux-là, c'est des tests techniques. Donc, là, en gros, on ne va pas trop détailler cette slide. Mais l'objectif, c'est que je veux parler un petit peu de pyramide de Cohen. Donc, je vais dire que le test, c'est un domaine quand même nouveau. Et du coup, avant, ce qu'on faisait, c'est exactement ça. Donc, on fait des tests unitaires, mais très peu. Un peu d'intégration, mais on fait beaucoup de tests manuels. Donc, le pyramide de Cohen, il dit quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut faire beaucoup de tests unitaires. Donc, chaque fonction elle doit avoir au moins un test unitaire. Mais il faut aussi garantir la qualité de test unitaire. Parce qu'on ne vient pas rédiger un test unitaire qui dit return OK. Et il ne teste rien en fait. Les tests d'intégration aussi. Donc, il faut intégrer tous ces modules-là, il faut les tester. Et puis les tests de bout en bout. Donc normalement, les tests de bout en bout par rapport aux autres tests, ils ne doivent pas être aussi importants. C'est pour compléter les deux autres niveaux.
Donc voilà, là il y a quelques exemples de tests. Il y a Protractor qui est un framework de test de bout en bout. Il y a Selenium qui est très connu. JUnit, c'est un framework de test unitaire. PyTest, je ne connais pas. Voilà. Donc là, ça, c'est pour dire que ça me permet aussi d'économiser et du coup la rapidité aussi. Il y a le même pyramide qui est expliqué là. Donc là, ce qu'on dit qu'aujourd'hui, les tests automatisés ici, qu'on appelle des tests de bout en bout, donc on peut faire des tests exploratoires aussi. Donc exploratoires, c'est même s'ils ne sont pas dans notre parc de tests de non-régression. En fait, pour augmenter la qualité de système, il faut toujours faire des tests exploratoires, ce qu'on appelle aujourd'hui les blitz tests. C'est essayer de compléter nos tests qui sont déjà connus et qu'à force de les répéter, on n'identifie plus des bugs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un grand travail sur nos TNR, les tests de non-régression, pour essayer déjà de les renouveler de temps en temps, de changer les données et de faire des tests exploratoires pour dire aujourd'hui, nous, on se met à 4 et on va essayer de casser le système. On va faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, on va sortir les bugs. On va se mettre à la place d'un utilisateur qui ne sait rien, qui ne sait pas, qui va cliquer n'importe où, qui utilise une version ancienne de Internet Explorer. Et du coup, on va essayer de critiquer nous-mêmes le système. Donc voilà. Pour les bonnes pratiques, donc, il faut bien analyser les tests composants et intégration. Parce que si ça, ce n'est pas bien fait, du coup, on va cumuler toute la charge des tests sur les tests système et du coup on risque forcément de passer à côté des bugs. Automatiser les TNR stables, ça veut dire quoi? On ne peut pas automatiser un test qui est en cours d'évolution, c'est-à-dire on change la fonctionnalité, elle n'est pas encore stable, on peut la changer dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et ce que je disais tout à l'heure, on va mettre plus de temps à automatiser, maintenir le script que tester manuellement. Automatiser les tests qui ne sont pas couverts dans les 2 premiers niveaux. Donc ça rejoint le premier point. Voilà, c'est tout ce que j'ai préparé pour cette session. Donc comme j'ai dit, donc pour moi c'est une initiation à l'automatisation. On peut parler technique plus détaillée et framework la prochaine fois. Voilà, donc là si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu peux t'adresser à la personne de tout à l'heure. Ah, vas-y. Oui, vas-y. Merci Laweb pour cette présentation qui est très riche et intéressante. En fait, je vais vous mettre dans le cadre de notre projet qui est SPV et j'aimerais bien avoir ton avis d'expert. Alors en gros, on a commencé le projet il y a environ 2 mois. Et du coup, pour la partie test, elle a été commencée un peu en retard parce que sur les applications, on n'avait pas encore des comptes de test. Et moi, en fait, je m'occupe de la partie test fonctionnel. Donc, je fais des tests manuels. D'accord. Et les développeurs, ils font des tests unitaires. Donc, en gros, à chaque fois, par exemple, là maintenant, s'il y a une nouvelle fonctionnalité ou une modification qui a été faite ou bien une régression à corriger ou autre, en fait, je reteste l'application, que ce soit application mobile ou web. Et après, en fait, je mets des tickets sur le board, etc. Pour toi, en fait, comment tu vois la chose? C'est quoi les risques, par exemple, si on fait pas les choses comme tu viens de nous expliquer ou on fait pas vraiment les choses on n'applique pas toutes les règles de l'automatisation, etc. Après, ça dépend. Si ce process, même s'il n'est pas parfait, fonctionne bien par rapport à votre besoin, par rapport à l'application, ce qu'elle demande, qu'il n'y a pas assez de bugs et que tu arrives à tenir la charge déjà de retester à chaque correctif et tout, vous pouvez continuer à faire ça si personne ne se plaint. Après, il y a la partie automatisation peut-être à faire. Il y a maintenant des frameworks qui ne nécessitent pas beaucoup de connaissances techniques en développement, que tu peux implémenter aussi. Sinon, j'ai oublié la moitié de questions. Alors voilà, il y a ces 2 solutions-là. Et c'était quoi ta deuxième question, pardon?
Bah, c'était juste pour que je t'ai dit en fait pour avoir ton avis d'expert par rapport au projet actuel parce que comme je t'ai expliqué c'est les devs qui font des tests unitaires et moi de mon côté je fais des tests fonctionnels slash manuels. Oui, mais du coup, il n'y a pas vraiment de grosses régressions, des problèmes en prod, et toi, tu arrives à tenir la charge des tests manuels. Parce que juste... J'arrive très bien à tenir la charge, oui, mais en soi, je ne saurais te dire que, bon, ça c'est vrai, il y a toujours des régressions. Et du coup, je ne sais pas c'est quoi la meilleure méthode à implémenter pour qu'on essaie d'éviter en fait, par exemple, une régression après chaque MEP ou bien après chaque déploiement d'une nouvelle fonctionnalité ou autre. Alors, pour les régressions... En fait, parce qu'il y a plusieurs niveaux de régression. Oui, en prod là. Vous êtes sur quelle, en fait, vous utilisez quelle méthodologie en termes de gestion de projet? Vous êtes agile? Vous êtes agile? Oui, on travaille en agilité avec un sprint d'une semaine. Bon, c'est pas... Déjà, c'est très cher. J'aurais aimé qu'on travaille avec un sprint de 2 semaines, mais bon, c'est le projet parce que c'est un peu à l'arrache et du coup, on doit livrer rapidement. En fait, parce que techniquement... mais c'est ça le contexte global du projet. Que vous faites en termes de vélocité, mais techniquement, en fait, toi, tu vas commencer à tester à partir du 3e jour. Et du coup, tu auras 2 jours pour tester. Désolée, mais j'entends pas très bien. Je sais pas pour vous. En fait, je disais... C'est l'expert agile, là. Vous êtes en train de faire un sprint d'une semaine. Donc, si oui, on commence le sprint, toi, techniquement, tu vas commencer à tester à partir du 3e jour. Et du coup, tu auras 2 jours pour juste faire les tests de toutes les cartes scopées pour ce sprint. Déjà, ça c'est... Donc toi, en tant que testeuse, tu n'auras pas une semaine de test. Déjà 3 jours de dev, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des tests unitaires et intégration? En fait, pour moi, en fait, la question qui se pose, c'est pas... Certes, moi, je laisserai... Elle est plus experte que... Voilà, elle est l'experte en termes de testing. Mais pour moi, la question qui se pose, c'est que... Est-ce que le sprint, comme il est fait maintenant, est-ce que vraiment il répond à toutes les exigences projet que vous avez? Donc là, les tailles des développements qui sont faits, genre si vous pouvez les réduire à 0,5 jours, qui est quasiment impossible pour avoir un sprint d'une semaine. Mais pour moi, en fait, la bonne et la moyenne, c'est entre 2 semaines, 3 semaines, pour avoir un sprint et qu'il y aura un processus de testing qui fera une meilleure qualité. Parce qu'une semaine, je ne sais pas comment vous faites. Et puis, je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté du... En fait, c'est la partie analyse des bugs, des anomalies qu'on découvre en prod. En fait, si tu fais juste une analyse sur les types de régressions et des anomalies que tu as en prod, et tu dis que voilà, ce sont des régressions parce qu'on n'a pas tout testé, parce qu'il y a des cas de tests qu'on n'a pas pu les vérifier et tout, voilà, c'est ça les résultats. Du coup, là, tu peux défendre ton idée de peut-être augmenter les sprints, le nombre de jours. Voilà. Et en termes de process testing dans l'agile, en fait, normalement, tu vas tester unitairement chaque fonctionnalité développée. Donc, chaque fois délivrée par le développeur, la fonctionnalité, elle est déjà testée unitairement par le développeur. Après, elle sera testée fonctionnellement par toi. À la fin du sprint, pour augmenter la qualité, on fait ce qu'on appelle un test release. Donc tu vas tester l'ensemble des fonctionnalités livrées pour voir s'il n'y a pas une régression. Lorsqu'on a livré la fonctionnalité 3, on a touché la fonctionnalité 2 ou 1. Donc, et je reviens à la question, donc si tu fais un sprint d'une semaine, normalement en fait les gens font un test release pendant une semaine. Le temps que le prochain sprint démarre, et du coup en fait lorsque tu reviens sur le prochain sprint, tu as déjà de contenu pour tester. D'accord. Ouais. Je prends note. J'espère qu'on t'a répondu. Oui, pour moi c'était un peu évident, mais comme je voulais quand même avoir un avis d'expert. Parce que, comme je t'ai dit, parfois je pense qu'il y a une perte d'effort peut-être, ou il y a une perte de temps, parce que
on n'applique pas les règles de l'agilité en bonne et due forme. Et du coup, c'est pour ça, en fait, je voulais savoir... Parce que, en fait, un sprint d'une semaine, ça veut dire que tu as déjà tous les rituels déjà, qui durent au moins 2 heures. Si tu te retires tous les rituels, il reste quoi en dev et test? Ça reste à peu près 4 jours. En fait, c'est vraiment... Déjà, malheureusement, on n'a pas les rituels chaque semaine. Hein. Pas de rituel. Ben alors, c'est pas de l'agile. Ça. À minima, en fait, un sprint planning. Donc, ouais. Sincèrement, il faut revoir la manière dont vous pilotez le projet en agilité. Soit vous arrêtez, soit en fait, il faut varier. Faites 2 semaines et voir qu'est-ce que ça donne. Faites 3 semaines et voir qu'est-ce que ça donne. Mais après, à la fin, je reviens en fait. Normalement, l'agilité, ça va vous garantir plus de qualité. Donc, ce que je viens expliquer à Rabeb en termes de tests unitaires, les tests système, qu'on peut dire, qui font par toi. Et après, en fait, l'agile, elle a permis d'avoir plusieurs rituels, plusieurs façons de tester. Donc, tu as les tests automatiques parce qu'il y a l'intégration continue. Tu es trop loin, hein, t'entends pas. Dans tous les cas, si tu veux, on pourra faire un point ad hoc. C'est qui pilote le projet? C'est Martial. Martial, ok. Bah, dans tous les cas, on fera un point ad hoc et pour vraiment... on va embarquer peut-être Rabeb aussi sur la partie testing pour t'épauler un peu. Avec plaisir. Et Ça serait super. moi personnellement, en fait, dans l'IT, c'est impossible d'avoir un sprint de semaine. Sincèrement, on parle en fait dans le monde industriel, oui, mais dans l'informatique, déjà en fait tu peux être facilement bloqué pendant 2 jours parce que tu n'as pas un environnement de test. C'est ça, malheureusement, même par exemple ces jours-ci, vu que en gros il y a une PR qui a été rejetée par le client, etc. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques pour ne pas trop attarder cette réunion, mais en tous les cas, il y a par exemple quelques développeurs qui n'ont pas de tâches à faire vu qu'ils sont bloqués par d'autres points. Et donc c'est pour ça en fait peut-être qu'il faudrait qu'on ait un point tous ensemble pour qu'on essaie d'avoir une visibilité ou d'avoir une meilleure vision sur la gestion de projet à suivre. Mais vous faites la rétro ou pas, non? Oui, on fait la rétro, mais c'est une fois chaque 2 semaines. Oui, mais du coup, dans la rétro, il faut remonter tous ces problèmes, en parler, trouver des solutions, ça sert à... Ça a été remonté, sauf qu'il n'y a pas eu d'action... En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens, en fait, font... en fait, soit tu utilises la framework, soit en fait, tu fais à ta manière, mais arrêtons de dire qu'on est Scrum, on est agile. Voilà. En fait, les gens font... En fait, un rétro, c'est pas un sprint. Donc, vous faites 2 sprints, après, vous faites un rétro sur les 2 sprints, mais faisons un sprint de 2 semaines. C'est normal, c'est plutôt logique. Ça d'une part, juste un dernier truc, en termes de qualité, si on trouve un bug après le déploiement, en appliquant, quelle que soit la méthodologie, c'est qu'il y a un vrai problème, de bout en bout, dès le recueil de besoins jusqu'à la livraison, jusqu'à la MEP. Parce qu'il y a un truc qui ne marche pas correctement dans le projet, ça c'est sûr. Parce que là, vous faites de l'agile, vous donnez les critères d'acceptation de chaque carte. Toi, tu fais les tests, et après tu fais un test release ou test fonctionnel global, et avec ça, vous trouvez des bugs en prod, parce qu'il y a un vrai sujet. Mais c'est normal, les bugs en prod, pour moi, elle n'a pas le temps de tout tester. Regarde, les bugs, pour moi, tout dépend du niveau d'exigence. Mais pour moi, un bug en prod, ça peut venir parce qu'il y a un défaut de conception, il y aura un défaut de comme tu nous as bien expliqué, en fait, les défauts de test, c'est que pas bien préparer les cahiers tests et tout. Mais je crois, en fait, les méthodologies, ils étaient mises pour réduire le maximum des bugs. Donc non, c'est vrai qu'il y a une faille de process. Dans l'agile, normalement, tu dois tester la fonctionnalité unitairement. Après, tu vas tester l'ensemble des fonctionnalités livrées. Après, tu vas faire le test release. Donc, tu as 3 niveaux de test pour le testeur.
avant ça, tu as les tests automatiques et tu as le test unitaire fait par le développeur. Et ça entre dans les critères d'acceptation. Avec 5 couches de testing, je crois en fait on aura 0,0001% d'avoir un gros bug. Tu auras, en Mais fait, parce que, est-ce qu'elle a la visibilité sur ce qui est développé au niveau unitaire et intégration? Parce que pour moi, en voyant comme ça, les devs n'ont pas le temps de faire des tests niveau système, enfin intégration unitaire. Là, je te laisse la guider parce que ça sort vraiment de mes compétences. Mais je crois en fait les tests unitaires sont vérifiables, elle peut vérifier. Donc, et après, je sais pas. Sauf si elle regarde le code. Mais tu sais qu'en général, le développeur touche pas à ça. Il connaît, lui. Nous, on a eu demandé une autorisation pour regarder, pour analyser le code. C'est pas le code, mais tu vois. En fait, Après, je vous avoue aussi que si je regarde un morceau de code, je ne saurais pas quoi voir. Hein. Je suis purement fonctionnelle. Donc, Non, mais en fait, la fonction, ça se voit tout de suite. Hein, parce qu'en fait, le test unitaire, c'est un test module. C'est unitairement. Et du coup, tu regardes la fonction, tu trouves, est-ce que le résultat, est-ce que ce qui est développé, les lignes, ça répond bien aux critères d'acceptance ou non? Est-ce que c'est ce qui est demandé ou non? Parce que, comme je t'ai dit, on peut trouver des tests même vides. On est d'accord, on se comprend. Des tests vides pour après avoir un pourcentage de couverture des tests 90%. Et on est là, youpi, tout est couvert, alors que tu as l'entête de la fonction, mais tu n'as pas un test dedans. Et dans tous les cas, pour moi, en fait, c'est la responsabilité des testeurs dans la squad de garantir que c'est tout, c'est bon, c'est pas rituel, mais c'est des bonnes pratiques, sont bien appliquées. Donc moi, en fait, à l'époque, j'avais un testeur hyper exigeant, j'étais développeur, j'étais toujours en bagarre avec lui. Je dis, mais laisse tomber, le mec, non, tu peux pas faire un trade avec moins 1 million, je sais pas quoi, ça doit être positif. Et à la fin, moi j'ai compris que moi j'ai mis moins 1 euro et ça passait. T'as pas mis la condition pour dire ça doit être positif. Eh ben oui. Et du coup en fait chacun a son niveau d'exigence. C'est pour cela en fait un ingénieur qualité c'est 500 euros. J'ai appris au fur et à mesure. Mais à l'époque les mecs ils ouvrent d'abord la story point, on commence par les critères d'acceptation. Mais avant, Voilà. ils ne comprenaient pas ça. Avant, ingénieur qualité, testeur, tu testes manuellement l'application. En fait, alors que, en fait, être garant de qualité, il faut être garant de qualité de rédaction des stories, parce que ça commence par là. Garant de qualité de développement des tests unitaires et intégration, même si je les développe pas. Documentation, les tests système, donc on intervient partout. Et c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Mais ça, c'est malheureusement j'ai remarqué ici en France, surtout dans les grandes firmes, ils essayent d'appliquer ça, mais après ils tordent un peu les outils, les frameworks et tout. C'est le budget à la fin. Ouais, c'est pas le budget. En fait, tu vas gagner de l'argent. Mais En fait, ça. pourquoi les éditeurs nous, on travaille chez le client. Et les clients, en fait, généralement, ils dépensent beaucoup d'argent pour acheter des licences. Oracle, Salesforce, AWS et tout. Mais ils dépensent aussi de l'argent dans le R&D, donc la recherche et développement au sein du client. Chez l'éditeur, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ils appliquent à la transverse tout en règle. Ils n'essayent pas d'inventer. Et derrière, en fait, c'est les clients que nous travaillons dedans, c'est eux qui vont être nos clients. Du coup, les niveaux d'exigence, il est différent. Lorsque le client fait des choses pour lui, il s'en fout. Et lorsqu'en fait, il achète un produit, là, il va vérifier. C'est 1 millimètre, micromètre et même plus que ça. Dans tous les cas, comme je dis, on fera un point ad hoc et on essaiera de vous aider si vous voulez accompagner un peu pour sortir un peu de ça. Ah ouais. J'ai une petite question. Ça serait parfait. Merci beaucoup. Oui. Avant de faire des automatisations de tests, est-ce qu'on doit forcément faire une petite étude pour voir si c'est rentable d'automatiser ou pas? Est-ce que c'est systématiquement fait ou pas forcément? Rentable, ça veut dire... Ça veut dire parfois il est plus simple et plus...
plus De simple, rester plus sur le facile manuel. de rester sur le manuel Ouais. que de passer par... Cette étude-là, juste, ouais, C'est cette dès étude. le début. Oui, c'est la stratégie de test, justement. Parce qu'en fait, ça peut être défini au début, et surtout quand tu as des TNR, comme je disais, stables, qui ne bougent pas, et tu les répètes toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, tu dois les répéter manuellement. Forcément, c'est rentable de les automatiser. Une fois, tu déroules et c'est bon. Et du coup, tu peux, même, au niveau qualité, c'est mieux parce que du coup, tu vas t'occuper à vérifier d'autres choses. Peut-être qu'ils bougent les évolutions à côté, mais tu es tranquille parce que ces TNR-là sont OK et du coup, tu passes à autre chose. Et pour le process agile, justement, si tu vas faire un sprint de 2 semaines et que tu dois mettre en prod à la fin, il te faut, si tu as une centaine de TNR, comment tu vas faire manuellement? Tu vas déborder sur le sprint d'après et ça finit jamais. Tu ne vas jamais finir livré en fin de sprint. Du coup, c'est forcément rentable d'automatiser. C'est rentable. Pour faire simple, parce que les logiciels, ils ont une durée de vie. Après, on le kill. Et lorsque tu kills, tu vas créer un nouveau truc. Donc, tu seras forcé à garder les tests. Parce que tu vas faire un nouveau produit, mais qui garde les mêmes fonctionnalités, mais avec une nouvelle technologie. Genre avant c'était Tucobol, maintenant c'est Java J2E, il y a Angular, il y a des nouvelles technologies qui viennent. Donc, de point de vue rentabilité, l'automatic testing, il est sur l'IT. Il est venu avec l'agilité. L'agilité, elle a créé ce qu'on appelle l'intégration continue. Vous entendez l'intégration continue, c'est DevOps. Non. C'est toute une chaîne. Le développeur, il clique sur le bouton Submit, ça génère une release. Et ça peut dérouler les tests automatisés. Moi j'ai vécu ça chez l'éditeur. Il clique, il y a un outil qui s'appelle Quick Build, connecté à SVN ClearCase. Il clique sur le bouton. Son code est submité dans la branche. Il y a Quick Build qui génère un release. On a un automatic testing qui tourne, qui prend cette release. Il lance tous les tests. Et en fait, tous les tests qui ont été déjà créés. Et demain matin, le testeur vient, déjà, il reçoit un mail avec un rapport. Oui, c'est ça. Vert, OK, bleu, OK, rouge. Et tu peux faire sur DevOps. L'autre, il a cassé. Et c'est toujours rentable. Parce que elle, comme a dit, nous, lorsque tu commences avec un projet, tu as développé 4 fonctionnalités. Donc, tu as créé 4 tests au minimum. Ça, c'est l'exigence. Je dis en fait, chaque fonctionnalité, on doit développer avec un test unitaire, automatique. Ça pourra être 1 ou 10. Ouais. Mais au minimum, Au moins. Donc, tu as 4. Prochain sprint, tu as 6 fonctionnalités. Donc, tu en as 10. Next. Après, par exemple, 10 sprints, tu auras 100, 150 tests unitaires automatisés. Donc c'est un travail en fait incrémental qui est dans le même optique que l'agilité. L'agilité, tu construis un produit de bout en un petit bout à chaque fois pour assembler à la dernière sprint l'image complète. C'est pareil, les tests. Et du coup, lorsque tu go sur le RAM, donc là on a déployé, on a commencé à utiliser l'application, en fait le test automatique il est toujours là, parce qu'en fait il y a une vie derrière. C'est de la maintenance, ajout de nouvelles fonctionnalités et tout. Donc tu as une certaine garantie pour dire... Et en fait, en parlant de l'intégration continue, là sur Azure aujourd'hui, et en synthèse qu'on a fait, tu peux déployer par exemple sur un environnement A, faire tes tests automatisés de bout en bout en lançant la commande directement juste après, et tu le mets comme un prérequis de mise en prod ou de mise sur le deuxième environnement de test. Du coup, si tous les tests ne passent pas, le déploiement ne passe pas. Donc, c'est du ML, c'est ça, voilà. YML. Et en général, dès le départ, le développement, après tout ce que tu dis, c'est bon. Tous les tests unitaires se font, même lorsqu'il fait un build, automatiquement ces tests sont exécutés même avant le push. Et du coup, mais je reviens pour répondre à tes questions. Le ROI, retour sur investissement, ce n'est pas applicable parce que ça sera extrêmement cher si je vais par exemple un petit produit et qui n'aura pas de vie après. Ça sert à rien en fait, des API ou... voilà, une API, ouais. donc un web service qui sera utilisé le même et il ne saura pas évoluer. Dès que je le touche, oui, je touche
mais tu vois, les habits, mais un système ou un produit, il est vivant. Donc certainement il y aura de l'évolution, il y aura du run, c'est-à-dire la gestion des bug fixing et tout. Donc il y aura, en fait, tant qu'on touche, on continue à toucher, comme le cas maintenant chez nos clients, en fait, on fait soit de la maintenance, soit de nouveaux projets. Donc ça, il y a des services, en fait on fait de monitoring, mais on ne fait pas en fait de beta testing là-dessus. Là, par exemple, le framework qu'on utilise, nous, Cypress, si les tests ne passent pas, tu as des vidéos, des captures d'écran sur Azure que tu peux y accéder, voir exactement le bug était où, ça plantait où. Donc, c'est très, très simple. Tu vas reconnaître directement le cas de test qui est tombé. Et en fait, les développeurs n'ont même pas besoin de revenir vers toi. Ils vont tout de suite voir le cas de test qui est tombé, corriger et essayer de redéployer. Oui, vas-y, Saber. Juste une petite question à Rabeb. Merci d'abord pour la présentation, c'est très intéressant. Hormis les tests répétitifs, quels sont les autres cas où on est amené à faire de l'automatisation des tests? L'automatisation de tests, donc on a tous les autres types de tests non fonctionnels, ce qu'on dit nous techniques, les tests de performance. Par exemple, si on a des exigences métiers qui disent que je veux que mon application réponde au bout de maximum 3 secondes, ben, il faut forcément faire des tests de performance. Si par exemple on veut faire des tests de montée de charge, au bout de 100 utilisateurs connectés en même temps, il faut faire des tests de performance. Donc tout ça doit être automatisé. Et puis il y a les tests des API qu'on fait aussi. Maintenant il y a l'automatisation des tests d'API. Donc voilà, il y a tous ces tests-là qui peuvent être automatisés. Avant là, c'était des tests manuels? Avant, oui. Avant, en fait, au chrono, bon, ça dépassait 3 secondes. C'est vraiment manuel. Oui. Maintenant, il y a les outils et il y a tout, donc... Ok, d'accord. Merci. Moi, j'ai tracé à l'époque, j'étais développeur, et j'ai tracé un ordre. Donc là, j'ai cliqué sur Apple, et j'ai vu, en fait, le ping-pong. Donc, c'était mon téléphone. Après, grâce au automatic testing, en fait, il fait le calcul vraiment en détail du client vers mon serveur que j'ai développé, à l'entrée de mon serveur, à la sortie de mon serveur, à l'appel, il attend, et il te ressort en fait avec un calcul des métriques microsecondes. Et puis, il y a les tests de sécurité aussi, surtout pour les domaines... ouais, ça, il faut les automatiser. C'est-à-dire les tests précis, c'est que tu testes le produit dans une bulle, c'est-à-dire sans connexion Internet, pour voir est-ce que ça fonctionne le minimum. Rabeb, oui. Si j'ai un entretien avec une QA ou un QA auto, Ouais. quelles questions je peux lui poser pour savoir s'il maîtrise vraiment son sujet? Alors, sur la partie automatisation, oui. Alors, sur la partie automatisation en test, je l'ai fait déjà. Moi, les questions banales, en fait, c'est déjà est-ce qu'il est intervenu sur un projet dès le début, c'est-à-dire il a initié un projet, oui, d'automatisation, de mise en place. C'est la mise en place. Et dans ce cas-là, s'il te dit oui, ben, il faut demander si le framework qu'il a utilisé, le nom. Est-ce que c'est un framework open source qu'il a déjà utilisé sur Internet ou c'est un framework développé au sein de l'équipe. Donc après, si c'est développé chez eux, en général, moi, toutes les personnes que j'ai eues pour la validation, c'est des personnes qui viennent avec une architecture qui existe déjà et qui maintiennent juste le script, les mises à jour, les évolutions et tout. Et ça, c'est très simple. Après, c'est ce qui va différencier un profil vraiment très bien, c'est qu'il a initié l'architecture d'automatisation. Le deuxième, il est forcément bien aussi parce que déjà, il développe, il maintient les scripts et tout, mais forcément, c'est différent. D'accord. Okay. Et après, il y a les technos, les questions que vous posez déjà, les technos, qu'est-ce que tu as utilisé. Là, la majorité de ce que j'ai remarqué, c'est Selenium, Java. Mais j'ai l'impression, là, en regardant sur Internet, c'est de moins en moins réputé, Selenium. Donc
là, il y a Cypress. Il y a Cypress. Nous, avant, on était avec Protractor, qui est un framework de test de bout en bout aussi, mais il était déprécié pour la version Angular 12, au moment où on a fait la migration Angular 12. Mais heureusement qu'aujourd'hui, la migration, elle est facile. En fait, si on développe un autre framework, on fournit la possibilité de migrer les tests sans les redévelopper. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc merci pour votre présence et à la prochaine fois. Ok, à la prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.